Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver donc, pour ce nouveau vendredi chez Redcard sur le thème du mois qui est donc l'audio digital, donc, qui est un thème que nous avons parcouru chez Redcard pendant, comme pendant tout le mois d'octobre, justement, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait et voir où on allait. Voilà, donc on organise ce webinaire donc, qui fait notamment référence à un dossier qu'on a pu créer qui revient donc, sur les opportunités de l'audio digital. Donc, nous, on accueille aujourd'hui donc Jérémy Parola, qui est directeur général du digital de Reworld Media. Salut Jérémy. On accueille également donc Émilie Proyard, qui est toute nouvelle chez Deezer, puisqu'elle est arrivée il y a un mois, qui est donc VP Advertising et Sales. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Exactement. Charlotte Fouquet, qui est donc COO de ZBO. Bonjour. Et donc Média Roussi, qui est VP Publishers chez Tapmo. Bonjour à tous. Donc, on a choisi ce thème de l'audio digital parce que on a bien senti que c'était un thème dont tout le monde parlait récemment. Donc, c'était un petit peu la nouvelle coqueluche, que ce soit côté éditeur. Donc, on voulait comprendre un peu plus. Parce que, mine de rien, pour moi, qui suis quand même depuis quelques temps dans le digital, j'ai quand même l'impression que l'audio, bon, c'est bien sympa, mais c'est pas non plus quand même la révolution des années de ouf. Où quand on était fin mi-2000 ou fin 2000, on nous attendait toujours l'année du mobile, elle arrive. Et j'ai jamais entendu parler quelqu'un de dire tu vas voir le digital, ça va bientôt venir, c'est génial. Sachant que le digital, ça fait quand même de nombreuses années qu'on écoute la radio, qu'on fait différentes choses. Alors, j'ai bien compris notamment avec le confinement, il y a pas mal de choses qui ont été développées côté podcast, etc. Mais je voulais quand même en avoir un petit peu le cœur net. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Et pour commencer notamment, je voulais qu'on discute un petit peu de prod audio. Mon premier point là-dessus était de dire que dans quelle mesure, en fait, par rapport à cette production audio qui m'a l'air quand même nettement plus simple que la vidéo, puisqu'on m'a beaucoup parlé de vidéo en fait au cours des dernières années, comme quoi c'était le type d'inventaire, le type d'audience qu'il fallait impérativement aller chercher, puisque c'est là que les CPM, enfin là je rentre un petit peu dans le détail, le niveau publicitaire allait être intéressant. J'ai l'impression justement que la production audio, c'est quelque chose de très simple et qu'au final, tout le monde peut un petit peu en faire. Et donc, je voulais en savoir un peu plus. Et c'est pour ça que je voulais avoir Jérémy là-dessus pour commencer ton avis sur justement la production audio. Qu'est-ce qui change et pourquoi est-ce qu'on a ce boom justement sur cette production et sur ce développement? Alors, il change plein de choses et c'est plutôt sympa. La réalité, alors, si on prend un petit peu de comment on a abordé le sujet de notre côté, on a commencé à produire il y a à peu près 2 ans et demi. Après avoir été, comme tous les groupes médias, des gros producteurs de vidéos. Et concrètement, et ça c'est le postulat de départ, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui, l'audio, c'est pas de la vidéo sans image, c'est un format narratif un peu spécifique. Et le gros travail, avant d'être un travail technique, et c'est ça qui était assez intéressant pour des groupes médias comme nous, c'était plutôt un travail de recherche éditoriale. Et tu as raison, les coûts de production étant un peu plus faibles et les barrières à l'entrée technique étant un peu plus faibles, ça a remis quand même énormément entre les mains des journalistes et des équipes de production de contenu la valeur ajoutée du format qui était créé. Donc ça, c'est un premier postulat. Chez nous, réellement, le podcast, c'est un journaliste qui s'appelle Andy David, chez nous, qui a débarqué un matin en disant « J'aimerais bien faire un podcast, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai dit « Tu pars à la Fnac acheter un micro et vas-y, roule, mais il faut que éditorialement, tu aies des choses à raconter. » Et donc, vraiment, on est sur un format qui est un format d'appropriation purement éditoriale. Sur les coûts de production, c'est un peu comme pour tout. C'est pas le même coût de production si tu fais Avatar ou si tu fais un film indépendant français. C'est un peu la même chose pour la partie podcast. Et on le voit parce que tu as des studios indépendants aujourd'hui qui facturent à juste titre des montants assez élevés pour pouvoir produire des contenus. Parce qu'il y a un gros travail à faire sur le son, sur la narration, sur la recherche éditoriale, etc. etc. Maintenant, effectivement, on va se parler franchement, aujourd'hui, n'importe qui peut aller à la Fnac, se prendre un micro à 150 balles, le soft qui va bien, et effectivement être live avec son format. Après, il y a le talent éditorial qui fait la différence, et on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense qu'il y a le talent de la distribution également qui est un enjeu majeur et qui est important. Pour commencer, c'est que c'est plus facile, et que 2, c'est une véritable mise en avant qui est faite au niveau du contenu. Ça veut dire qu'en fait, la clé au départ par rapport à ce format-là, c'est de toute façon, schématiquement, donc ce qui en soi, normalement, ne doit pas être très surprenant, il faut avoir quelque chose à dire pour commencer à faire de l'audio. C'est-à-dire que la clé de voûte, elle est là. Oui, clairement, et c'est plutôt rafraîchissant parce que,
tu pars sur un autre sens. Hein. L'œil est quand même ultra saturé par plein de choses. Là, tu es sur l'oreille, donc on est déjà sur quelque chose d'un petit peu différent. Et après, le point qui est quand même non négligeable, c'est que tu as une liberté de format qui est quand même extrêmement importante. Et en même temps, une écriture et une production qui est quand même très contrainte par ce format qui t'oblige à faire passer les choses par les mots. Donc, effectivement, ça remet encore une fois entre les mains de l'éditorial beaucoup de choses qui avaient été un peu perdues dans la vidéo parce qu'on le sait tous, en tout cas, quand on est média, aujourd'hui, le marché de la vidéo, c'est un marché d'opportunités. C'est-à-dire que globalement, tu es presque plus à chasser des pages déjà existantes que tu as envie de basculer en vidéo plutôt que de réfléchir sur les formats. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu la réalité puisqu'on est quand même dans un marché qui est assez mécanique. Là, sur l'audio, il y a quand même quelque chose de rafraîchissant qui dit qu'on peut repartir un peu à la même époque qu'au début de la vidéo, fraîchement, en innovant, en testant des choses. Et ça, c'est quand même une espèce de liberté qui est quand même assez chouette. Et effectivement, avec une contrainte budgétaire qui est quand même beaucoup plus faible. Justement, là-dessus, dernier point, c'est quoi? C'est le rapport par rapport à la production audio, par rapport à la production vidéo? C'est de 1 à 10? Si tu compares donc ton coût de production audio avec le coût de production d'une vidéo faite avec un soft type PlayPlay ou Weebits, c'est les mêmes montants, quoi. Après, si tu le compares par rapport à la production d'une vidéo où tu sors un cadreur, un réalisateur, etc., effectivement, tu es à peu près sur du 1 pour 5. D'accord. Émilie, chez Deezer, vous ne produisez pas, vous ne produisez rien, hein. Vous n'êtes entre guillemets que côté diffusion. Il y a des choses qui sont maison ou pas du tout? Il y a des choses qui sont co-créées avec des maisons de production. D'accord. Donc, on a des Deezer Originals, donc qui sont soit côté musique, soit côté podcast. Ok. Donc, on a voilà, tout ce qui est covers pour réunir certains artistes autour d'une thématique qu'on aura choisie. Donc, si vous écoutez des choses sur Deezer, vous verrez, vous connaissez les albums Souvenirs d'été, l'album qu'on fait aussi pour Noël. Donc, c'est des covers avec certains artistes qui reprennent des chansons connues par d'autres. Où du coup, finalement, on a un rendez-vous, on sait que ça va ponctuer l'année et qu'on a une audience qui va revenir parce qu'elle apprécie ce type de format-là. Et sur les podcasts, en fait, on en sélectionne à peu près une dizaine par mois avec qui on aimerait travailler, donc sur différents concepts, que ce soit de la fiction, du docu. On essaye de venir sur des rendez-vous, en fait, finalement, arriver à trouver ce qui va faire que l'auditeur va s'accrocher au contenu comme à une série vidéo. Entre guillemets, vous créez des émissions. Ouais, c'est ça. Un peu les nouvelles grosses têtes, quoi. Voilà, on fait les grosses têtes, voilà, ça dépend des thématiques, mais tu peux les retrouver aussi. Quand j'entends ce que tu dis par rapport à la production derrière, par rapport à la diffusion, c'est qu'effectivement, tu vas chercher une récurrence. Ça veut dire qu'en fait, tu vas essayer d'aller trouver quelqu'un. On va pas être sur du one shot, on va être vraiment sur une idée en fait, comment dire, éditoriale que tu vas pouvoir décliner ensuite et se rendre compte que derrière, ça va pouvoir créer une audience, j'imagine. C'est ça, créer le rendez-vous. Bon, Deezer, on est quand même connu pour cette proximité avec les artistes. Donc, il y a tout ce qui est la génération La Relève, où en fait, c'est des jeunes artistes vraiment pas connus qu'on essaye de mettre en avant. Et on a en fait des promos La Relève qui vont revenir. La promo va revenir. Et puis après, c'est des artistes qui finissent par percer et qui ont un attachement particulier avec Deezer. Et qui fait qu'après, on va reconstruire d'autres choses avec eux et travailler l'édito aussi avec eux. Donc voilà, il y a Kid Sonos avec qui on a fait des super podcasts sur la vie des artistes, comment ils sont venus à la chanson. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir autour vraiment des artistes musicaux. Et puis après, autour de la production de contenu plus générale, comme Gang Stories avec Joey Starr. Ça, par exemple, on ne savait pas du tout que ça allait marcher. Ça a été lancé avec une petite boîte de production pas connue dont je n'ai pas le nom et je m'en excuse. Mais je l'aurai la prochaine fois. Et on ne savait pas en fait si ça allait marcher. C'est juste. Ouais, bien sûr. L'avantage au départ, comme les coûts ne sont pas nécessairement monstrueux, ça permet aussi, j'imagine, de tenter plus de choses. Exactement. Comment ça fonctionne. Le biais, c'est que tu as quand même, de ce fait-là, une offre qui commence à devenir un peu pléthorique. Hein, oui, exactement. La question que j'avais, ce qui était, moi demain, je trouve que j'ai une idée génialissime sur un podcast ou un contenu audio, et donc j'ai bien compris que j'ai intérêt à ce qu'il soit récurrent, etc., et que ça ne peut pas être juste un one-shot. Enfin bref, j'essaye de cocher les différentes cases en fait, qui sont demandées. Comment je fais? J'envoie un mail à Deezer et à tes concurrents ou à d'autres, etc., pour essayer d'être diffusé, ou alors, c'est quoi le topo?
Le principe, il faut qu'on croie à ton idée pour qu'effectivement on pense qu'elle fasse du stream, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est l'engagement sur les plateformes, que les gens écoutent, parce que nous, pour le monétiser, c'est important, puis pour l'utilisation de la plateforme, c'est important. À partir du moment où on a des gens engagés, ils ne partent pas, ils restent clients. Donc ça, c'est hyper important. Bon, maintenant que je suis dans la maison, tu risques d'avoir un petit côté, est-ce qu'on peut te sponsoriser? Quand je parle dans mon histoire, toutes les minutes, je donne le nom d'une marque? Alors, pas forcément, ça peut être en intro, ce podcast vous est présenté par, et le terminer. C'est pas nécessairement un placement produit à la Netflix ou à 10%, quoi, hein. C'est vrai que les petites recettes comme ça de la vidéo, où c'est très visuel, donc finalement les gens ne se sentent pas pubés en fait, parce que c'est intégré. Au niveau du son, comme le disait Jérémy, dans l'oreille, c'est quand même beaucoup plus particulier. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de producteurs de podcasts aussi qui intègrent la pub dès l'entrée à l'intérieur pour être sûr que c'est le host qui donne le nom de la marque. Et c'est quelque chose auquel on est habitué aussi en radio, donc c'est plus fluide aussi en termes d'intégration. Au niveau de la marque en direct, elle ne peut pas débarquer chez vous comme ça, ou alors c'est un deal qui va se faire justement avec l'équipe commerciale, la fameuse VP Advertising dont on parle. Exactement. Donc, si j'ai des marques qui sont intéressées pour venir sur Gang Stories, après, c'est une question de droit finalement, ou si ça n'a pas été vu en amont, il faut qu'on vienne voir les différents protagonistes pour dire est-ce qu'on est d'accord pour associer une marque. Sur la partie justement brand, ce que j'appelle moi le brand content, donc tout ce qui est justement association de marques, comment ça fonctionne chez vous justement? On fait des contenus audio qui sont liés aux différentes marques médias que vous avez et après on les associe avec des marques. En réalité, tu as principalement 2 business models et après, il peut y en avoir d'autres. Le premier, c'est on sent qu'on a quelque chose à faire d'un point de vue éditorial, on sent qu'on va aller faire de l'audience et là, on raisonne de manière très classique, un peu comme on l'a connu sur la partie vidéo et qui existe depuis très longtemps sur les radios digitales, c'est on va créer une audience et cette audience va être monétisée par l'intermédiaire de publicités qui sont diffusées dans les podcasts. Ça passe principalement par des SSP, il y a plein de SSP qui commencent à s'y mettre, il y en a des françaises, des internationales, et donc du coup on va faire des deals avec des cellules radio d'agences et ces cellules radio vont diffuser puisqu'ils sont contents du volume, du contexte, de ce qu'on raconte, etc. Ça c'est un premier point. Ensuite, on a un deuxième modèle économique et en fait, il y en a finalement 3. Le deuxième modèle économique, c'est de dire, OK, dans le cadre d'une opération spéciale publicitaire, donc je vais créer de la production de contenu et garantir de la diffusion. Ça, c'est notre modèle d'opération spéciale. On a de plus en plus de marques qui nous demandent d'intégrer à l'intérieur de leur dispositif de la production qui soit une production dans laquelle ils apparaissent, comme l'expliquait Émilie au début ou pendant le podcast, soit un contenu qui parle spécifiquement de la marque. On en a fait pour des marques comme La Paire, par exemple, pour Velux, pour pas mal de marques, pour le Grand Prix de France de Formule 1. Enfin, voilà, ça, c'est un modèle. Et après, tu as le troisième modèle qui est le modèle également des studios de production indépendants. Et ils sont assez nombreux et assez talentueux en France, qui est un modèle vraiment de marque blanche qui consiste à accompagner des partenaires publicitaires dans la production de podcasts, qui sont des podcasts en marque blanche, produits et estampillés par la marque. Et là, on arrive à un sujet qui va être le sujet également de la diffusion, puisque une fois que c'est produit, il va falloir faire en sorte de le faire écouter. Là, la réalité aujourd'hui du marché, c'est que quand tu le prends, il est un peu découpé en 4. Tu as le marché de la production, le marché de la diffusion publicitaire type pré-roll audio, un marché de la diffusion, et après, tu as les marchés techniques des hébergeurs, des players, etc. D'accord. Pour parler de pub, justement, un petit peu, parce que c'est vrai, bon, chez Redcard, on est quand même vachement branché monétisation et publicité, il ne faut quand même pas rigoler, on ne va pas se changer. Mehdi, les formats, ça a changé quelque chose au niveau des formats. Je te pose la question sur les formats publicitaires, justement, sur l'audio, ou est-ce qu'on est au final, on est sur des formats classiques, digitaux, slash radio qu'on connaît depuis toujours, et finalement, on les décline de manière un petit peu traditionnelle, entre guillemets? Sur ce qui nous concerne chez Talmo, en tant que DSP et sur la dimension programmatique, on va être sur un spot audio qui va effectivement ressembler au pré-roll vidéo. Donc, assez basique finalement. C'est un format qui est de 15 à 30 secondes, sur lequel on peut, en fonction des partenaires, ajouter un compagnonnat qui est une image fixe qui permet de traquer les clics. Donc ça, c'est entre guillemets une nouveauté par rapport à la radio classique, parce que là, pour le coup, on peut traquer un KPI qui est nouveau. Et ensuite, c'est un peu la même logique qu'une campagne vidéo, diffusion en pré-roll, mid-roll, post-roll, pour certains éditeurs en fonction
du tunnel qu'ils peuvent proposer. D'accord. Et en termes d'innovation créa, sur la partie audio, enfin sur le spot audio, j'entends, on a la possibilité de mettre en place du son 3D ou binaural, ce qui propose une expérience audio un peu immersive et qui va accompagner le mobinote dans son acte d'achat, par exemple. C'est aussi une façon un peu d'humaniser le discours ou le message d'une entreprise. Donc, ça peut être un jeu avec le son qui passe d'une oreille à une autre, un chuchotement. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites là-dessus qui accompagnent bien le message publicitaire. Et le deuxième point, c'est la DCO, donc qui est un message adressé en fonction de variables comme le temps, la météo, la géolocalisation, qu'on a beaucoup vu, enfin pas mal fait en tout cas sur des campagnes Drive to Store par exemple, où on allait combiner différents écrans, mobiles, DOH, audio, et sur des acteurs automobiles par exemple. Donc c'est généralement un spot de 30 secondes, on a 25 secondes de message générique, les 5 dernières secondes de repiquage qui sont la concession la plus proche par exemple, donc avec un message qui sera personnalisé. Donc ça, c'est les dispositifs qu'on a. Et ensuite, dans ce qui a été dit juste avant, on n'a pas encore le sponsoring audio, mais on espère vraiment que ce format arrivera aussi à un moment donné en programmatique, un peu comme ça a été le cas pour les OPSP. Pendant longtemps, c'était pas disponible, que ça se fait sur du direct. Et progressivement, sur le display, on a eu accès aussi à des OPSP en programmatique. Donc, on espère que ça viendra en tant que nouveau format. Si je résume bien ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment, moi, je suis un utilisateur, je lance mon podcast au même titre que normalement, je devrais lancer une vidéo, je vais avoir un spot, généralement, par rapport à ce pré-roll-là, et on imagine un message standard pour tout le monde sur 25 secondes, 20-25 secondes, et ensuite de ça, éventuellement, une partie un peu plus ciblée, dont on parlait tout à l'heure, qui serait, par exemple, qui est liée au fait que moi, justement, là, je me promène à tel endroit et non pas à tel autre endroit. Exactement. Mon portable, par exemple, pour du Drive to Store. On est quand même sur des formats, effectivement, qui sont liés à l'univers... comment dire, on est en train d'un petit peu calquer ce qui se fait par rapport à la vidéo, sachant qu'avec le monde de la vidéo, ce qui était un peu pénible, c'était quand même de lancer un format, une vidéo qui va durer 1 minute, genre je vais revoir le but de la veille de foot et je me retrouve uniquement donc, sur un format qui dure 1 minute avec une pub avant qui dure 30 secondes, ce qui peut être un peu pénible. C'est peut-être un peu moins vrai sur les podcasts justement parce qu'on est sur des productions qui sont plus longues. C'est quoi en moyenne les choses que vous produisez et la durée, Jérémy? C'est vrai que tu as un peu moins de format popcorn, moins d'1 minute, ça c'est une certitude. Ouais. Après, c'est l'avantage, c'est que tu as quand même une certaine liberté, mais on voit globalement qu'on peut se permettre pas mal de choses. Ça va de format, tu vois, sur Automoto, on a un talk autour de l'automobile qui fait 1h20, 1h30 et qui a pourtant des taux de complétion qui sont assez importants. À côté de ça, tu peux avoir des formats qui font 3-4 minutes pour apprendre quelque chose très rapidement avec des formats très narratifs. La moyenne, après, je parle aussi sous le contrôle de Émilie qui doit en voir passer pas mal. Je pense qu'elle est aux alentours de 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Bah nous, en fait, on a un audio ad break Oui, d'accord. 30 secondes. Ouais. Donc, en fait, nous, il va venir dans n'importe quel contenu, que ce soit un podcast ou un... Il arrive tous les combien le ad break? Et il est tous les 3 tracks pour les free, parce que vous savez qu'on est donc une base Ouais. free et une base premium. Les premiums ne seront pas exposés à ce type de spot. D'accord. Et donc voilà, donc ça va être tous les 3 tracks, un spot de 30 secondes. Et on voit que la tendance du marché peut se réduire aussi sur du 15 secondes en fait. Donc c'est plutôt les acteurs qui veulent communiquer un peu comme à la radio, sont obligés de fournir des petits formats courts juste pour venir pendant l'ad break. Donc là, on ne parle pas d'une intégration dans l'édito parce qu'on est dans le pur matraquage publicitaire entre guillemets auquel on a accès en programmatique. Et ce que tu remontais, Frédéric, c'était aussi une question d'énervement par rapport à la durée du format, mais c'était une question de pression. Et en écoutant Mehdi, il faut quand même appeler un chat et se dire ce qu'il est. On n'est pas quand même dans un marché qui fill rate à 100% parce que les tuyaux sont pleins de spots radio en open auction, quoi. Enfin, on est quand même... franchement, on est au balbutiement quand même de cette partie. On parle de programmatique, c'est plutôt des deals d'ailleurs. Des deals, tout à fait. Et ce qui t'énerve sur la vidéo, c'est qu'effectivement, les tuyaux aujourd'hui sont tellement full. Et encore, la vidéo est un marché de deals plus qu'un marché d'open encore en 2020. Là, la réalité quand même de l'audio, c'est que tu es sur des fill rates, en tout cas en tant que diffuseur. De notre côté, on est sur des fill rates qui sont plus proches des 25-30% que des 115%.
mais par rapport au marché publicitaire, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas non plus encore l'embouteillage et l'encombrement pour aller récupérer effectivement les meilleurs plans. Alors moi, je dois corriger là-dessus parce que nous, on est On est bien. en surbooking. Donc du coup, nous, on a plutôt… Je vais prendre des formats, Émilie, pour t'aider à faire du volume, si tu veux. Ouais, exactement. Et effectivement, en fait, non, mais nous, le volume, il est clairement lié aussi à la base free. Hein. Donc, vous savez que Deezer, c'est quand même une boîte qui a cru beaucoup au premium uniquement, payer pour écouter le contenu, la musique, payer pour rémunérer. Voilà, la base free, elle se construit progressivement. On a une audience stable, en fait, depuis des années sur le free. Et c'est pas assez pour satisfaire le marché des annonceurs. Donc en gros, moi, j'ai… en moyenne, 30% du volume qu'on me commande, en tout cas en France, que je peux pas livrer. Il y a aussi une différenciation entre les univers de diffusion fermés et les univers de diffusion en stream. Là, je vais donner la parole à Charlotte, que nous n'avons pas entendu. Dis-moi, avec Mélie, on parlait des formats publicitaires. Avec là, Mélie, on a abordé rapidement le côté booking. C'est quoi la typo d'annonceurs? C'est quoi les gens qui viennent sur l'audio? Est-ce que c'est plutôt, on retrouve en fait les usual suspects, ce qu'on a généralement sur le digital et qui en fait déclinent un petit peu différemment? Est-ce qu'on retrouve ceux qui arrivent de la radio? Quand on a parlé le mois dernier de la télé segmentée, tout le monde nous dit, enfin, il y a théoriquement cette opportunité qui est de dire super, la télé segmentée va permettre d'avoir de nouveaux types d'annonceurs de venir à la télé. C'est quoi l'histoire côté audio? C'est un peu de tout ça. Hein. On a effectivement naturellement les annonceurs de la radio traditionnelle qui, pour le coup, voient en l'audio digital une extension de ce qu'ils peuvent faire. Ils ont déjà le matériel, donc effectivement, c'est quand même plus simple d'adresser ce canal pour eux. Ils bénéficient. Ouais. Quand tu dis tu penses à c'est quoi, par exemple, les annonceurs traditionnels dans Ah, pardon, la grande distrib, les telcos, l'automobile, tout ce qui va s'adresser à une cible qui est plutôt mass market. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des annonceurs. Enfin, aujourd'hui, hein, on le sait sur l'audio, je pense que c'est les plus gros investisseurs sur le canal digital parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément de cannibalisation entre les audiences sur, par exemple, une web radio digitale et une radio traditionnelle. C'est pas forcément les mêmes auditeurs, donc pour eux, il y a un intérêt en tout cas pour accroître en tout cas leur couverture. On a aussi effectivement des pure players qui ont toujours été de toute façon férus voilà, de formats innovants. Donc effectivement, c'est des acteurs qu'on retrouve sur ce canal et qui, pour le coup, eux, ont bien compris, notamment pour adresser une cible jeune, qu'aujourd'hui, c'était un peu un canal indispensable parce qu'on bon, a parlé pas mal des formats, mais d'un point de vue consommateur, c'est vraiment sur cette audience jeune, enfin, en tout cas, mais pas uniquement, quelque chose qui est réellement rentré dans les usages quotidiens des utilisateurs. Donc, pour le coup, c'est devenu un indispensable. Et après, on voit, en tout cas chez nous, de plus en plus d'annonceurs dans des sociétés de services qui vont être intéressés par ce canal-là parce que, alors on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est des gens qui ont des choses à dire, qui ont du contenu en tout cas à produire et donc qui vont être intéressés pour diffuser et monétiser ces contenus. Un exemple comme ça? Ça va être surtout des annonceurs dans, par exemple, tout ce qui est le domaine de l'éducation, où pour le coup, voilà, les podcasts peuvent être des opportunités pour eux pour raccourter un parcours, par exemple. Ça peut être des sociétés dans l'immobilier aussi. Je pense qu'on en voit de plus en plus, voilà, qui produisent du contenu, le domaine de l'assurance, de la santé. Ça rejoint un peu ce qu'on voit sur le web, en fait, où sur certains sites, justement, les marques parfois font un peu également portail d'information en disant tiens, je vous vends l'immobilier, mais en même temps… C'est le miroir du brand content, hein, c'est ce que tu disais. C'est vraiment un miroir, pour le coup, où c'est un format qui va leur permettre, en tout cas, d'apporter, au-delà de la publicité traditionnelle, des éléments de réassurance. D'accord. Voilà. Donc, ils partagent leur expertise là-dessus, effectivement, en abordant un sujet un peu plus en profondeur, ce qui fait que ça doit normalement rassurer l'audience et faire qu'effectivement celle-ci est à l'aise et comprenne que cette marque-là est effectivement l'expert sur la problématique. Exactement. Exactement. Okay.
Et puis après, on a aussi, en tout cas, on le voit de plus en plus chez nous aussi, sur des plus petits acteurs qui, pour le coup, n'ont pas forcément la capacité de produire justement des contenus vidéo et qui voient en l'audio une opportunité parce que même si ça a un coût, ça reste quand même, on l'a dit, globalement plus accessible. Donc voilà, on voit l'émergence effectivement de startups sur ce canal-là aussi. D'accord. Et vous, les tuyaux sont plutôt pleins pour l'instant ou pas vraiment? Ou justement, on est sur ce dont on parlait, sur ce nouveau marché qui fait qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'évangélisation qui doivent se faire pour expliquer les opportunités, etc. etc. Alors oui, comme tout lancement un peu de nouveaux formats, voilà, aujourd'hui on est quand même dans cette phase d'évangélisation, même si je pense que le confinement, entre guillemets, a un peu changé les mentalités parce que je pense que les annonceurs eux-mêmes se sont aperçus aussi, enfin, il y a eu quand même une croissance importante des chiffres sur le podcast, donc on sent voilà, un intérêt qui est quand même grandissant. Maintenant, il y a certaines craintes encore de la part des annonceurs, justement habitués aux canaux traditionnels du digital. C'est que même si on bénéficie quand même via le digital de certaines mesures, on n'est pas dans de la mesure aussi poussée que ce qu'on peut faire sur de la vidéo ou sur du display. Parce que même si Mehdi t'en parlait, effectivement, on a des formats avec des formats audio avec des bannières qui vont venir accompagner le spot. Bon, c'est pas, on n'est pas sur… On est plutôt là, plutôt que là, quoi. Exactement, exactement. En termes d'interactivité derrière pour se dire super, tu écoutes et en même temps tu cliques. Quelque part, on casse la promesse justement par rapport à… Exactement. Non, mais en fait, ce n'est pas le premier KPI, mais ça reste un élément complémentaire en fait, sur des dispositifs. Donc, on ne va pas vendre de l'audio avec du companion ads pour chaque campagne, hein, c'est évident. Bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas disponible partout, hein, c'est qu'il n'y a que quelques acteurs qui le proposent. Mais c'était juste pour dire que la digitalisation, et pour compléter ce que tu dis, Charlotte, permet vraiment d'avoir d'autres indicateurs qu'on n'avait pas forcément sur l'audio traditionnel, même si effectivement, aujourd'hui, en termes d'audience, c'est encore compliqué et qu'il n'y a pas de normes précises pour pouvoir expliquer tout ça. Mais il y a des avantages certains à la digitalisation et effectivement, pour compléter ce que dit Charlotte sur les annonceurs, on est beaucoup sur de l'évangélisation de ces clients qui sont des clients traditionnels de la radio, par exemple, et qui s'intéressent de plus en plus au digital audio parce que c'est du reach incrémental pour eux, parce que c'est d'autres audiences et d'autres usages. Et on a aussi une autre typologie d'annonceurs qui est intéressante, c'est les annonceurs locaux ou franchisés qui sont intéressés par avoir accès à de l'inventaire national de façon localisée, mais aussi à des acteurs locaux. Donc ça, c'est une demande qui devient de plus en plus récurrente. Et bon, comme tout le monde le disait, on est encore au début, hein, mais nous, on a vu l'évolution entre 2019 et 2020 en termes de volume de campagnes audio qui ont été faites en programmatique. Ça a été vraiment une très bonne surprise, en fait. On a vraiment vu une progression très importante et on sent que le marché va de plus en plus dans ce sens, notamment aussi avec l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs du podcast qui n'étaient pas forcément disponibles en programmatique, qu'ils sont cette année, et qui sont venus enrichir un peu cette offre supply qui était effectivement encore restreinte au départ en 2019, quelques acteurs. Mais dis, nous, l'audio programmatique, c'est en hausse constante. Hein. On est à déjà plus 3,2 depuis le début 2020. Donc certes, il y a effectivement l'effet confinement où on a vu l'accroissement en mars, mais voilà, on continue de monter là-dessus. Jérémy, on a commencé à en parler très rapidement tout à l'heure. Justement, sur l'univers, on est quoi? On est sur un univers applicatif. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? C'est quoi l'histoire par rapport à la diffusion? Pour écouter, par exemple, moi, pour écouter vos podcasts Reworld, je fais quoi? Je vais via un distributeur. C'est quoi le modèle? Comment ça fonctionne? Alors, la distribution, c'est un peu le gros enjeu parce que là, aujourd'hui, je pense que le marché de la production commence à être quand même assez mature, comme beaucoup de beaux studios en France. Après, on est sur un modèle qui n'est pas forcément scalable à l'infini, mais sur la production, les choses sont plutôt staffées. Là, en parlant avec Charlotte, Mehdi et les différentes solutions du marché, je pense que tout est en train de se mettre en place sur la partie de diffusion, pré-roll, achat programmatique, etc. Donc là, le marché est quand même très stabilisé. Et il reste le sujet de la distribution. Là, aujourd'hui, le marché de la distribution en France,
Et ça rejoint un peu le sujet sur la mesure. C'est quasiment 80% une diffusion dans des environnements fermés. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc., qui sont des univers qui ont un peu du mal à restituer de la data, notamment sur la partie publicitaire, qui nécessitent quand même du bricolage technique assez poussé pour arriver à embarquer les spots, etc. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de la consommation. Aujourd'hui, les podcasts chez vous sont essentiellement écoutés à l'extérieur de votre environnement à vous. J'en arrive à ce point, c'est là où en fait je pense que les médias ont clairement leur carte à jouer, puisque aujourd'hui, en tant que groupe média, on a ce qu'on appelle un carrefour d'audience. On n'arrête pas de parler des GAFA d'un côté, des médias de l'autre. Et la réalité des choses, c'est que le rapport de force pour nous est inversé, au sens où pour nous, 80% en fait, de nos écoutes se font en stream sur nos sites internet. Et ça, c'est un gros enjeu et c'est une grosse opportunité pour les médias. Alors, je ne pense pas qu'on en ait tous eu conscience, ou en tout cas qu'on en ait tous conscience à 100%. C'est qu'on est producteurs et également diffuseurs, et qu'on est diffuseurs dans des environnements qui sont des environnements streamés. Et ces environnements streamés renvoient en tout cas les niveaux d'information et les niveaux de data classique de la programmatique qu'on connaît, à savoir un pourcentage d'écoute, à savoir un volume d'impression, etc. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand tu embarques un spot publicitaire sur un podcast et qu'il est écouté post-téléchargement sur ton iPhone, par exemple, après avoir téléchargé l'épisode sur ton téléphone parce que tu es abonné à un flux, le retour d'information d'un point de vue publicitaire, il est quand même extrêmement limité. Ouais. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet de distribution, comme on a des audiences captives, en tant que média, on a une approche qui est un petit peu différente, qui dit on va produire du contenu et on va en assurer la distribution nous-mêmes sur des sites internet. Et le fait de distribuer sur des sites internet, principalement en mobile ou en desktop, ça donne accès à quoi? Ça donne accès déjà à une taille critique d'audience déjà existante, et ça donne également accès à tous les outils d'acquisition de trafic. Globalement, ton podcast est référençable sur les moteurs de recherche, il est mettable en avant dans une newsletter, il est mettable en avant sur les réseaux sociaux, et ça nous permet d'atteindre des tailles critiques qui sont extrêmement importantes, puisque au moment où on te parle, on fait un peu plus de 6 millions d'écoutes par mois, donc qui est un volume assez important. En tout cas, on en est content et qui est en constante progression, mais on le fait principalement dans 8 cas sur 10, quasiment 9 cas sur 10, sur nos propres sites. Et ça nous fait penser clairement qu'il y a un sujet assez fort autour de la distribution, parce que là, on parle de la publicité qu'on met au début de podcast, mais il y a aussi tout le marché de la production de contenu natif. Et aujourd'hui, la réalité quand même des choses par rapport à ça, et je pense qu'il y a plein de studios qui pourront en témoigner, c'est qu'aujourd'hui, les studios de production sont capables d'aller chercher des tickets de 40, 50, 60 000 euros à des annonceurs pour leur produire des séries de podcasts. Sauf qu'à la fin des fins, quand tu as fait 150 écoutes, parce que c'est très compliqué de faire monter en puissance ton podcast sur l'Apple Podcast, sur Spotify, etc., l'annonceur, à un moment donné, il ne s'y retrouve plus. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une carte à jouer par rapport à ça, de redonner aux médias, qui sont des carrefours d'audience extrêmement importants, leur capacité de diffusion. Et je pense que le marché va pas mal se structurer sur cette partie-là. Et en tout cas, a priori, on a très envie d'aider à le structurer. Charlotte, quand vous faites des campagnes là-dessus, quand vous faites des campagnes sur ce canal-là, en termes de rendu de données, en termes de rendu d'informations pour les annonceurs, donc sur les campagnes, on est à quel niveau par rapport aux campagnes classiques qu'on fait d'un point de vue digital? On va être sur des métriques qui va être proche de ce dont on peut parler sur de la vidéo, avec des taux de complétion, des taux d'écoute plutôt que des Oui, bien sûr, mais c'est bien même. du nombre d'écoutes. Par contre, effectivement, là où on s'arrête, c'est qu'on n'a pas cette notion de clic. Alors, on l'a, je vais le redire, effectivement, sur certains formats un peu spécifiques avec les companion banners, mais voilà, ça reste à la marge. Donc, effectivement, le retour, après, il va être plus d'être dans l'analyse des analytics des annonceurs pour regarder s'il y a eu un impact post-diffusion de ces spots pendant la campagne. Un peu comme quand ils font une diffusion sur un spot radio sur une promotion, pour se rendre compte si effectivement la promotion fonctionne bien en magasin, si on reprend l'histoire de la grande distribution. Voilà, exactement. Et après, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des études post-test pour sonder en tout cas les exposés, voir quel a été l'impact de la publicité. Sur des process qui sont un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, ce dont on a l'habitude un petit peu par rapport au digital, où
on peut aller très très loin effectivement dans le détail de l'information qu'on transmet. Un peu plus. Alors, c'est pas que des contraintes techniques pour le coup, c'est aussi parce que, enfin, à l'instar de aussi la publicité à la télé, pour le coup, voilà, on voit une pub pour un Coca, c'est pas pour autant qu'on va courir dans la rue, aller s'en acheter un tout de suite. Donc, on a finalement des comportements qui sont un peu similaires et des moyens de mesure aussi qui s'en rapprochent. Je comprends, et Mehdi, peut-être que tu vas pouvoir valider aussi par rapport à ce que vient de dire Charlotte, donc ça ne génère pas nécessairement de la frustration côté annonceur. On n'est pas en train de se dire, zut, il me manque plein de données, alors que c'est dommage que je sois digital. Finalement, les premiers KPI, c'est le taux d'écoute, c'est la complétion et la visibilité. Hein. Donc, à partir du moment où ça s'est rempli, les taux ils sont à 90%, c'est le minimum du minimum pour les satisfaire. Et évidemment, comme le dit Charlotte, l'aspect post-test et donc travail main dans la main avec l'annonceur est important. Voilà, tout ce qui est reconnaissance de marque, c'est quand même des choses qui se mesurent. Après, il y a un côté que moi j'aimerais voir, c'est l'interactivité finalement avec l'auditeur. Donc là, je fais un peu un appel aux annonceurs, que ce soit dans les bannières traditionnelles, mais aussi dans l'audio. Oui, on est là pour aider sur la production des spots en eux-mêmes, pour que finalement l'annonceur ressorte du lot, parce que quand on reçoit des spots audio qui sont déjà tout faits, où nous on n'a pas pu venir en conseil, finalement on se donne moins les moyens de renverser la donne. Le marché publicitaire, il est le même depuis des années, que ce soit dans les bannières, dans les pubs, dans la télé. Parfois, on a quand même cette capacité dans le digital d'être dans l'interaction, d'être dans l'engagement. Et les marques comme les plateformes, on a besoin d'engagement. On a besoin, moi j'ai besoin que mes utilisateurs sur Deezer, ils restent et que la pub ne les ait pas fait fuir. Et donc aujourd'hui, si je n'arrive pas à travailler en main dans la main avec les annonceurs pour faire une pub super intégrée, alors que ce soit dans le cadre d'OPS, de sponsor de playlist, etc., ça on va savoir le faire, mais dans un cadre vraiment simple de streaming audio, j'ai besoin que la marque, elle se défonce un peu pour rentrer dans le cadre. Tu as un risque de destruction de valeur, non seulement quelque part pour la marque, parce qu'elle fait un truc un peu pourri, mais également pour vous, du fait de se retrouver effectivement avec cette campagne naze qui fait que ça ne valorise pas votre format. Oui, exactement. Tu le vois justement, toi, ces histoires de production en fait, qui sont un peu de qualité parfois un peu mauvaise ou défectueuse et qui fait que tu te dis, tiens, zut, c'est pas nécessairement pas vraiment, ou alors même, comme vous êtes en amont du process par rapport à je ne m'en rends pas compte en fait, si vous êtes lié à ça ou pas. Oui, on le voit. Alors après, pour le coup, c'est Jérémy qui en parlait en introduction, effectivement, sur la qualité des spots, on va avoir pas mal de différences. Il y a certains acteurs qui pensent que produire avec leurs propres employés, à l'aide de leur téléphone ou d'un micro, ça suffit. Ce n'est pas forcément dans leur intérêt non plus. Donc, il faut… voilà, nous, on conseille quand même d'avoir un contenu de qualité, un spot de qualité pour que ce soit efficace, enfin, pour eux déjà, et effectivement pas dissuasif aussi pour les auditeurs. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans tous les formats publicitaires. Bien sûr, on a des écarts qui sont de production, entre guillemets, qui sont effectivement assez importants. Jérémy, sur les podcasts de marque, enfin de marque média, parce qu'effectivement, j'en avais discuté dans la préparation avec Émilie, donc côté Deezer, où il y a effectivement ce mélange de modèles free, et schématiquement, on parlait, qui est de se dire, tiens, et de l'autre côté, donc, le modèle premium. C'est un truc qui va exister également côté marque, où globalement, non, et on aura toujours de la publicité, parce qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de notion d'abonnement à des différentes choses qui ferait qu'il y aurait une rémunération qui se ferait un abonnement, et dans ce cas-là, j'aurais accès à des podcasts et un peu à Netflix. Tu as deux plateformes en France qui le font, hein, qui sont Magellan et Cybelle principalement. Ouais. Ils communiquent assez peu sur leurs chiffres, donc on suit l'achat des antivents. Nous, on a fait un test qui marche plutôt pas mal sur la marque Science et Vie. Donc, Science et Vie, chez nous, c'est une marque média qui est disponible uniquement sur abonnement, donc qui est derrière un paywall. Et aujourd'hui, dans l'offre d'abonnement, à l'instar de ce que fait l'Express aussi, qui le fait plutôt bien dans son offre de paywall, on a décidé de faire des productions de contenu audio original et de le mettre en avant dans l'offre d'abonnement comme étant un point important pour pouvoir acquérir des nouveaux abonnés. Et on se rend compte là depuis 3-4 mois que 20 à 30% des prises d'abonnement au paywall, qui est une offre média un peu plus globale, se fait par l'intermédiaire du podcast. Donc, ça devient un vrai canal d'acquisition. C'est hyper intéressant. Après, il faut bien travailler la promotion, etc. Ouais.
mais on a 20 à 30% des prises d'abonnement. On doit faire 5 000, 6 000 prises d'abonnement tous les mois sur cette offre, viennent par des contenus qui sont des contenus audio. Donc, on sent que c'est un facteur déclenchant et c'est quelque chose qui a une valeur perçue. Mais derrière, il faut faire l'effort sur la prod. Aujourd'hui, tu as des studios et tu as des médias qui font des productions d'une telle qualité et gratuite. Je pense par exemple aux productions d'Arte, ce que fait Louis Média, Nouvelles Écoutes, etc. À un moment donné, ils ont poussé leur niveau de qualité tellement haut et gratuitement qu'a priori, oui, le marché du podcast, il prend plutôt la direction du marché de la vidéo, c'est-à-dire beaucoup de gratuité, quoi. Ouais, beaucoup de gratuité ou alors une valeur ajoutée au sein d'un abonnement. Ouais. Déjà, c'est génial parce que le confinement nous a aidés et les usages vont être construits. Il va y avoir une nouvelle vague avec, on parlait des enceintes connectées, mais des voitures connectées. Enfin voilà, l'usage il se construit au fur et à mesure. Je pense qu'il faut déjà faire digérer l'usage et après, derrière, je pense que les modèles économiques parallèles vont se déployer avec tous les autres marchés. Avant que le web média devienne payant, voilà, c'est génial. C'est le point de tout le monde, de tous les news, etc. depuis 2-3 ans, mais juste on a eu 20 ans de gratuité derrière. Donc, D'accord. Alors que vous, Émilie, c'est un petit peu différent du fait que par rapport au streaming musical, effectivement, il y a quand même cette notion au départ d'abonnement payant qui est quand même quelque chose qui maintenant qui tourne et qui est rentré dans les mœurs. C'est ce qui fait qu'il y a effectivement cet usage qui est de dire si je veux payer sans publicité, il y a une logique par rapport aux besoins. Oui, au moins le streaming vidéo musical, il s'est de toute façon lancé avec un modèle payant. Hein. Donc, un Netflix qu'on suit de près, voilà, c'est pas possible d'avoir du contenu si on ne paye pas un abonnement. Donc, la valeur perçue pour consommer le contenu, elle est là, les utilisateurs le voient et donc doivent déclencher cet acte d'achat pour ensuite accéder au contenu. Effectivement, dans le milieu plus web digital au global, finalement, les internets ont été rémunérés et possibles parce qu'on a de la publicité au final. Hein, donc on donne accès à des contenus et ça, les gens ne comprennent pas vraiment. Moi, quand je dis à mon entourage, bah, écoute, c'est simple, tu veux du contenu, il faut payer pour ce contenu-là, ils ne comprennent pas. Donc, je dis, bah, écoute, oui, tu as ta box qui te permet de lancer les internets, mais derrière le contenu, il faut qu'il soit rémunéré. Donc, soit tu t'abonnes, soit on utilise ta data, en fait, et de la pub ciblée. Ça, c'est une chose qu'on a depuis 20 ans, de toute façon. C'est vraiment l'air de la guerre. Donc, aujourd'hui, les RGPD, etc., voilà, où les gens qui sont avec de la data loguée, derrière, il faut qu'ils aient accepté soit du pay-as-you-go, soit de donner leur data, soit de payer pour le contenu pour ne pas être ciblé, ne pas avoir de pub. C'est un choix, digital à ancrer quoi, dans les mentalités. Mehdi, j'ai une dernière question là. Concernant les audiences, tout à l'heure on disait c'est surtout, en fait, ça a explosé par rapport à l'usage des jeunes, notamment, c'est les jeunes surtout qu'on va pouvoir retrouver là-bas, etc. C'est le cas où, donc là on est vraiment, c'est-à-dire que l'idée surtout c'est de se dire tiens, je vais pouvoir toucher les jeunes, ou en fait on est quand même sur des audiences qui sont plus générales et en fait ça va être une déclinaison. En fait, si on doit aujourd'hui programmer une campagne audio programmatique, on va avoir principalement des deals qu'on va pouvoir réaliser avec les éditeurs. Donc, ça va être la première dimension, un deal avec un éditeur qui partage sa first party data, essentiellement sur du socio-démo. On peut aussi avoir des playlists qui sont déjà écoutées, donc ça nous permet d'avoir des verticales. Même chose d'ailleurs pour la partie podcast replay, qui va souvent être catégorisée et sur lequel on va pouvoir créer des deals. Donc tout se fait côté éditeur et côté podcast natif, on a effectivement de plus en plus de thématiques diverses et variées qui répondent aux différentes problématiques des annonceurs. Donc en fait, les ciblages aujourd'hui, ils sont essentiellement côté éditeur dans les deals qu'ils vont créer, soit sur des thématiques, soit sur la first party data ou sur des catégories existantes. Et sur la partie applicatif, on a aussi la possibilité d'ajouter des third-party data partners comme Zeotap ou AdSquare. Donc, on ne va pas pousser en stratégie pure, c'est-à-dire que ça viendra souvent compléter des stratégies déjà existantes, mais qui nous permettent aussi de pouvoir ajouter des briques de ciblage sur une offre audio existante. Ok. Charlotte, même principe à peu près? Oui, même principe. Après, nous, on voit surtout pas mal d'opportunités sur les podcasts parce qu'effectivement, Mehdi l'a dit, il y a quand même un contenu qui est très diversifié. Donc, il y a quand même des opportunités pour les annonceurs de s'insérer au sein de contenus très ciblés et donc de toucher une audience qui va être vraiment leur cœur de cible et à un moment aussi très opportun pour le coup.
voilà, sur des podcasts pour les enfants ou dans le domaine de l'éducation, etc. Ça permet vraiment de capter une audience réellement à un bon moment. Et en tout cas, sur ces capacités de ciblage, je pense que c'est ce qui a en tout cas le plus d'opportunités aujourd'hui. Ouais. D'accord. Jérémy, 2021, là, enfin la suite, etc. Normalement, il y a des vraies ambitions, j'imagine, pour la suite des événements. Ouais, en plus de ça, pour être tout à fait honnête, mais c'est une histoire qui nous est personnelle, c'est que globalement, on n'était pas là au moment où la vidéo a pris son essor, on n'était pas là quand le display a pris son essor, et là on a l'impression d'être bien là au moment où l'audio prend son essor. On est plutôt content d'y être. Non, nous le point aujourd'hui, c'est que dans un groupe média comme le nôtre, on coche la case production, clairement. Je pense qu'on va faire 400-500 000 € de chiffre d'affaires en production pour des marques au cours de l'année 2020. Donc, on sent que ça peut continuer. Après, on voit bien que le modèle n'est pas scalable à l'infini. On coche la case pré-roll audio, puisqu'on a des streams et on arrive à les faire monétiser. Et la prochaine case qu'on veut cocher, on veut la cocher à l'échelle internationale et la cocher également en ayant plutôt une approche ad-tech, c'est vraiment la distribution. On en a parlé tout à l'heure. Et voir s'il n'y a pas la possibilité de créer un network de diffusion de podcasts natifs à l'échelle européenne, avec tout ce que ça implique d'achat à l'écoute, etc. Donc ça, c'est notre gros enjeu là, de la fin de l'année 2020 et du début de l'année 2021, c'est de nous positionner sur la distribution pour permettre à tous ces producteurs de contenu, qu'elles soient marques, médias ou studios, d'assurer des offres incluant la production et la distribution, puisqu'aujourd'hui, on est dans un marché où l'opération spéciale, le brand content, n'existe plus sèchement, c'est-à-dire que tu fais plus de contenu en disant c'est cool, j'ai fait un contenu et c'est génial, regarde-le. On est dans une approche où on va assurer des KPI sur les contenus qui ont été produits. Et je ne vois pas pourquoi l'audio échapperait à cette règle-là, sachant qu'il y a une opportunité dingue pour les médias qui est liée au fait qu'effectivement, tous ces univers d'écoute fermés ne proposent pas aujourd'hui aux producteurs de contenu de booster leur diffusion. Tout le monde galère. Alors, il y en a qui galèrent moins que d'autres parce qu'ils sont vraiment très bons. Il y a des indépendants qui font des trucs assez incroyables. Mais la réalité des choses, c'est que si on veut aller dans une approche d'ouverture du podcast sur le marché, déjà, je pense qu'il faut que le podcast vienne aux gens et que ce ne soit pas que les gens qui fassent la démarche de venir au podcast. Et pour ça, il faut proposer un peu plus de podcasts dans l'ensemble des contenus. Et ensuite, au lieu de pleurer en permanence en tant que groupe média en disant « Ah, les GAFA, ils sont méchants et c'est compliqué », faut peut-être essayer de saisir l'opportunité de se dire on est des carrefours d'audience qui sont des carrefours d'audience ouverts et peut-être qu'à ce moment-là, on a quelque chose de nouveau à proposer face aux plateformes fermées et qui, par définition, vont rester fermées. Voilà, donc, c'est un peu notre gros enjeu fin d'année 2020, début d'année 2021. Mehdi, pour vous, Tamo, c'est un canal supplémentaire où tu vois chez toi, côté dans ta relation avec les éditeurs, que justement, c'est un truc sur lequel qui est clé, qui a une vraie demande et que ça va être un gros truc pour l'année à venir? Ouais, tout à fait. En fait, pour nous, c'est déjà une réalité parce qu'on a lancé, on était un DSP mobile avant et fin 2018, on a lancé les nouveaux écrans, donc DOH, TV et digital audio. On a expérimenté le digital audio en 2019, on a vu des bons résultats. C'est une tendance qui se confirme en 2020. Donc, du coup, on va aller encore un peu plus loin dans ce qu'on va pouvoir proposer sur la plateforme en termes de fonctionnalités, en termes d'immersion audio aussi, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une traction forte et qu'il y a de plus en plus de demandes sur le sujet. Et après, en termes de nouveautés, de ce qu'on va pouvoir, ce qu'on attend un peu du marché, on parlait du sponsoring audio. On croit sincèrement que ça pourrait être un bon levier d'enrichir cette offre audio en programmatique. Les solutions de ciblage également. On sait qu'il y a des tests qui se font en ce moment, par exemple, avec des mots-clés. Certains éditeurs commencent à proposer des solutions de ciblage par mots-clés au UK notamment. Donc, on est très regardant là-dessus et on espère pouvoir le tester très rapidement en France. Jérémy tout à l'heure parlait des enceintes connectées. On peut déjà diffuser sur des enceintes connectées. Bon, le reach est faible encore aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose qui est possible. Et on attend énormément de ce qu'on va pouvoir faire dans des véhicules, par exemple, tout ce qui est embarqué, donc tout ce qui est objet connecté de façon générale, en fait. Et ouais, donc pour nous, c'est un vrai sujet sur lequel des enjeux majeurs et qui s'inscrit parfaitement, en tout cas, dans une stratégie cross-écran de ce qu'on peut proposer sur le DSP aujourd'hui. D'accord. Charlotte, vous, comment vous réussissez justement, vous, là-dessus, à vous différencier et à faire que l'année 2020-2021, j'imagine que, comme je comprends maintenant, c'est un vrai sujet. Et
Qu'est-ce qui te différencie, toi, quand tu peux en parler avec des annonceurs, et qu'est-ce qui fait que c'est quoi ton truc? En fait, nous, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais pour le coup, oui, on le sait aujourd'hui que c'est clairement inscrit dans les usages quotidiens des consommateurs, ce canal. Maintenant, pour une marque, ça ne suffit pas d'adresser un seul podcast ou une web radio, parce que ce sont des supports qui ne sont pas aujourd'hui en mesure de réunir des milliers d'auditeurs. Donc, pour le coup, il faut permettre aux marques de multiplier tous ces points de contact. Donc là, nous, notre rôle, il est vraiment là, c'est de les accompagner à identifier tous ces supports, ces podcasts, ces contenus qui vont être pertinents par rapport à leurs objectifs, et puis de leur offrir aussi toute une palette d'outils qui vont leur permettre de simplifier un peu le pilotage de toutes ces actions, de ces plans qui deviennent de plus en plus complexes, parce que pour le coup, on n'a pas une standardisation des formats encore complète sur l'audio. Pour le coup, on va avoir des spécificités techniques qui vont être très différentes d'un support à un autre. Donc, pour le coup, on a aussi des clés de lecture qui vont être différentes, des KPI qui vont être différents. Donc, voilà, nous, notre rôle, il est vraiment de leur apporter, en tout cas, toutes ces clés et tous ces outils qui vont leur permettre de piloter et de suivre ces actions audio efficacement. D'accord. Émilie, le mot de la fin pour toi. Ça fait un mois que tu es arrivée chez Deezer, donc j'imagine que tu es hyper under pressure. Ouais. Non, c'est dense, under pressure, mais vraiment dans le bon sens. Moi, j'ai des très gros chantiers. Déjà, c'est la mise en place d'une DMP. Tant pis, hein, je vous le dis, on n'a pas de DMP chez Deezer. On a des outils internes qui marchent pas mal, qui font des très beaux segments. Mais pour accélérer, voilà, j'ai besoin d'un partenaire DMP pour faire des belles choses, que ce soit au niveau ad sales, mais aussi au niveau CRM, sur l'engagement avec nos consommateurs, et aussi au niveau équipe acquisition, hein, pour nous. Et finalement, on a besoin de s'intégrer beaucoup plus avec l'édito, ce qui est un peu fait, mais pas à grande échelle. Donc là, 2021, à peine en un mois, voilà, j'ai abordé toutes les équipes édito, et donc on va être capable de sponsoriser tout le contenu original de Deezer, et puis toutes les initiatives au moment de la consommation finalement de l'audio dans des moments de vie. Donc voilà, j'ai ma petite morning coffee playlist, j'ai ma playlist de l'année pour le nouvel an, j'ai My Deezer Year, donc qu'est-ce que j'ai consommé, c'était quoi mes titres préférés cette année, j'ai mon titre du moment, mon crush, là on va avoir des annonceurs du dating qui vont venir dessus, donc on va vraiment s'associer au contenu édito de Deezer pour privilégier la consommation autour de moments, de ressentis et de comportements, pour avoir une offre vraiment qui va se caler complètement à notre expérience utilisateur, parce que finalement la clé, c'est ça, hein, comme je sais, pour garder les utilisateurs en free et en premium, c'est d'être complètement intégré avec les marques et qu'ils fassent partie de cette vie d'édito et des marronniers qu'on peut avoir chez Deezer. Et 2021, on va regarder beaucoup l'essor de l'audiobook aussi, puisque sur un pays comme l'Allemagne, vous savez qu'on est global, hein, Deezer, on est worldwide. Sur l'Allemagne, on a 12% des utilisateurs qui consomment des audiobooks. Et on vient de lancer une initiative en interne pour beaucoup regarder ce que font les startups aussi, et développer voilà, des nouvelles choses avec les startups ou des maisons plus installées. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, le mois prochain, on va parler Drive to Store, parce que notamment, j'ai discuté avec le big boss de Jennifer, qui schématiquement, je vais essayer de traduire les mots qu'il a employés, considère que c'est du harcèlement absolu et que c'est une connerie son nom. Donc, j'avoue que ça va m'intéresser d'avoir les avis à ce moment-là, effectivement, des gens qui travaillent autour du Drive to Store. Donc, voilà, c'est le prochain sujet qu'on va aborder le mois prochain pour essayer de creuser un petit peu cette histoire. Merci beaucoup encore une fois d'avoir discuté là-dessus et d'avoir échangé. Et puis donc, à très bientôt. Excellent week-end. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.